Peut-être en attendant les derniers, je vais me permettre de me présenter et présenter rapidement le Move. Du coup, je suis Valentin Michelot. Je travaille pour le Move, qui est le mouvement d'emploi sociaux. C'est une association qui fédère et qui mobilise les entrepreneurs sociaux et plus globalement un impact social et écologique en France. On met en place des événements lorsque c'était possible, des programmes, pour faire progresser les entrepreneurs. Et on a aussi un rôle de plaidoyer pour faire entendre la voix des entrepreneurs. Donc, tout ça, c'est des choses mises en place par le Move. Et en ce temps de crise, on a dû s'adapter et on a mis en place l'AEPROOM avec notamment ces webinaires. Mais il y a aussi une hotline que vous pouvez retrouver avec des experts pour répondre à vos questions, une boîte à outils et des moments de confinés connectés toutes les 2 semaines, le mercredi, par région, pour échanger avec vos pairs sur vos problématiques ou même sur plein d'autres sujets. Voilà. Et, encore une petite minute, on est 17 actuellement pour aller dernier. Et puis Alban, je te laisserai la parole pour commencer ce webinaire. Donc, je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je me chargerai de les récupérer et on va les poser à chaque fois en 3 temps. Donc, la présentation se fera en 3 temps. Et du coup, il y aura un moment d'explication, puis un moment de questions que je ferai remonter à Alban. Quelle heure il est ? Bon, il est 11h05, donc écoute, Alban, je vais te laisser te présenter et démarrer ce webinaire sur comment bien s'installer pour mieux travailler chez soi. Alors, bonjour à tous et merci de vous connecter. Merci au Move pour la proposition de ce webinaire. Moi, je m'appelle Alban Jourdet. Je suis ostéopathe depuis 11 ans maintenant. J'ai fait une école en formation initiale, donc directement après le bac. C'était une école de Cergy. J'ai un cabinet à Marly-le-Roi dans les Yvelines. J'ai fait beaucoup de rugby aussi étant plus jeune, il y a longtemps maintenant, mais j'ai joué à un certain niveau, on va dire, donc j'ai aussi la casquette un peu de sportif. Et puis là, je suis depuis maintenant 3 ans le cofondateur de Bi Bien-être en entreprise, donc vous voyez le logo à l'écran, et puis c'est un peu en ce nom que je suis là aujourd'hui. Je vous présente très très rapidement Bi. On est une agence QVT, donc on voit bien que qualité de vie au travail. On est une agence QVT, c'est-à-dire toute l'organisation et la mise en place de leur politique et de leur stratégie QVT. Voilà, depuis la construction jusqu'à l'organisation et l'animation. Donc vraiment de A à Z pour aider les entreprises et fonctionner avec eux sur mesure et de façon clé en main. Donc en fait, on fait intervenir après des professionnels du bien-être et de la santé. On commence par un diagnostic, ensuite on ajuste le traitement et on assure le suivi. Ça, c'est pour le côté un peu collé au côté médical. En fait, ce qu'on propose, ce sont des interventions soit bien-être, sophrologie, yoga, massage, méditation, des interventions un peu plus autour de la santé, avec de l'ostéopathie, de la nutrition, tout ce qui tourne autour de l'hypnose, du sport, voilà, ce genre de choses. On a tout un volet aussi, Be Well, qui est le volet prévention. C'est un peu de ça dont il va s'agir aujourd'hui, avec des formations échauffement, de l'analyse des gestes et postures, tout un travail autour de l'ergonomie, justement pour aider les collaborateurs à mieux se positionner et puis pour prévenir justement de tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, tout ce qui est maladie, on va dire, liée aux mauvais gestes et aux mauvaises postures, à la fois pour les entreprises du secteur tertiaire qui travaillent en bureau, mais aussi pour les entreprises avec une fonction plus manutentionnaire, avec un peu plus d'effort, où ça prend encore plus de sens, quoi. Et puis la dernière partie, Be Together, là, c'est vraiment la partie événementielle où on peut faire du coaching, de la cohésion d'équipe, des petits déjeuners bien-être, des formations managérielles avec du théâtre d'impro, enfin voilà, tout plein de choses pour que on essaye d'améliorer le confort de vie, la qualité de vie des salariés en disant qu'un salarié heureux est un salarié qui travaille mieux, donc les entreprises se retrouvent derrière. Donc, je pense que c'est des choses qui vous parlent ici au Move. Donc aujourd'hui, enfin ce matin, ce qui va se passer, on va effectivement, comme disait Valentin, faire une présentation qui sera un peu en 3-4 temps,
déjà, on va essayer avant de parler de bons gestes, de bonne posture et de bonne situation, je vais vous expliquer pourquoi il est important de se réveiller musculairement. Donc, je vais vous montrer quelques gestes qu'on pourra faire ensemble si vous voulez. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi, d'un point de vue anatomique et biomécanique, alors on va vraiment survoler, parce que vous pourrez en parler des heures de tout ça, mais pourquoi c'est important de le faire. Et puis après, on regardera justement les gestes et les postures et les bonnes postures en fonction des différentes façons de travailler. Et l'avantage justement du télétravail, c'est de se dire que on peut essayer plein de choses et on peut bouger. Voilà, on n'est pas forcément fixé à son bureau. Et puis, je vous proposerai dans un dernier temps justement j'ai appelé muscler votre. Alors, ça ne marchait pas, me dit Valentin. Je disais donc pour la dernière partie que j'ai appelé muscler votre cerveau, ça va être essayer de travailler à la fois sur comment entraîner son corps pour que ça devienne un réflexe d'avoir les bons gestes et les bonnes postures, et puis essayer de travailler aussi sur la concentration, l'attention, pour essayer à la fois de mieux se connaître et puis d'augmenter sa capacité d'attention et de concentration. Donc voilà pour le programme de ce matin, si ça vous convient. Donc, je vous le disais, avant de parler de bons gestes et de bonne posture, il faut savoir quelque chose, c'est que le corps, il a besoin de bouger. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Il n'est pas fait pour rester 8 heures assis à un bureau dans la même position. Il a besoin de se bouger. Pourquoi? Alors, c'est l'intérêt du réveil musculaire et de l'échauffement. C'est simplement augmenter la fréquence cardiaque et respiratoire. Donc, c'est apporter tout ce qui est un apport en oxygène et en nutriments pour tout le corps, à la fois les muscles, mais aussi les organes, enfin vraiment tout ce qui est important. Donc, en se réveillant, en bougeant, on va augmenter cette circulation sanguine par la fréquence cardiaque et les échanges. On va aussi augmenter la température du corps, et ce qui fait qu'il y aura un meilleur rendement des muscles et des tendons, c'est à 39 degrés que le rendement est le plus optimal. On va à la fois aussi améliorer la coordination motrice et l'attention et la vigilance. Donc ça, c'est vraiment pour réveiller aussi, c'est vraiment sur son attention. Et puis, on va augmenter la production de synovie. La synovie, c'est un liquide qui se retrouve dans toutes les articulations du corps humain, qui est un liquide qui est à la fois extrêmement glissant et qui va donc assurer un bon mouvement des articulations, une bonne lubrification. Et puis, c'est également un liquide qui permet d'absorber les chocs et donc, du coup, de protéger les articulations. Et donc, qui dit protection des articulations, dit recul du moment où viendra l'arthrose. Voilà. Donc, pour se réveiller musculairement, là, on ne va pas vraiment parler d'échauffement, puisqu'on va plutôt faire un échauffement quand il y a un travail un peu plus physique, un peu plus de force. Mais on va quand même, c'est exactement les mêmes mouvements. Pour faire très simple, en fait, j'ai détaillé 3 zones à échauffer. Les lombaires et les membres inférieurs. Et puis, on va retenir 3. Alors, je recommence. 3 zones échauffées, tête, cou, tronc, membre supérieur et lombaire et membre inférieur. Donc, en fait, on découpe le corps en 3 zones et on va retenir 3 paramètres. Comme ça, ce sera très facile à retenir. Les paramètres de rotation, qui sont tournés dans ce sens-là, flexion-extension avant-arrière et latéroflexion, qui sont des inclinaisons. OK? Voilà. Donc, on va faire. Je vais me lever. Si vous voulez faire avec moi, vous me dites si vous me voyez bien. Alors, on part de la tête et cou. Ce qu'on peut faire, bien se libérer dans un sens et dans l'autre. Vous m'entendez ou pas là? C'est que je suis trop loin ou c'est que ça coupe? Est-ce que c'est mieux? Ça va? Ah, c'est bon, on t'entend et j'invite les participants, si vous voulez, en haut à droite, mettre l'affichage participants pour avoir un focus sur Alban sur votre écran. Donc, je t'en prie, Alban, c'est à toi. Donc, je disais la tête et le cou. On peut commencer par des grands mouvements, des grandes rotations générales. Et puis après, on fait les 3 paramètres. Donc, rotation, on va regarder par-dessus l'épaule à droite et à gauche. Des latéroflexions ou inclinaisons. Donc là, l'oreille vient se coucher sur l'épaule et puis flexion-extension. Voilà. Donc ça, c'est des mouvements qui sont très très simples à faire, que vous avez déjà tous vus. Ce qui est intéressant de le faire, c'est vraiment de le faire avant la prise de poste, quand on se met le matin au travail, et puis
le refaire un peu régulièrement, puisque comme je vous disais, le corps il a besoin de bouger, donc c'est vraiment important de le remettre en place. C'est pas simplement se réchauffer au début de la matinée et puis après c'est terminé, c'est de le refaire après une pause, c'est de le refaire après déjeuner et c'est de le refaire quand on a passé, je sais pas, 1 heure après à avoir tapé un rapport qui était un peu lourd, un peu qui a demandé de la réflexion, refaire ces mouvements quand on le sent là. Voilà. Donc voilà les mouvements pour la tête et le cou, c'est des choses qui sont très simples. Et puis après on descend. Donc, tronc membre supérieur. Donc, on va faire avec les bras comme ça, dans un sens et dans l'autre. Voilà, tout simplement. Si on est assis, on peut le faire aussi sans bouger les bras. Et puis, si le jour où vous retournerez au travail et que vous n'avez pas forcément envie qu'on vous regarde d'un drôle d'œil, on le fait dans un sens et dans l'autre comme ça, juste sans faire les bras. On peut ouvrir et écarter aussi. On peut aller chercher un peu devant, un peu vers le haut, un peu vers les côtés. Donc, vous voyez, c'est des mouvements qui sont très simples, qui vont à la fois échauffer l'épaule et les trapèzes, et puis les omoplates derrière. Donc, on est vraiment jusqu'à la partie thoracique. Et puis, pour bien finir, et ce qui est important, je pense chez vous, en plus, pour qui travaillent beaucoup à l'ordinateur, c'est de s'échauffer les coudes. Alors, l'échauffement du coude, il est un peu particulier. On met la paume de la main sur le coude, et puis on part comme ça avec la paume vers le ciel, on rentre à l'intérieur et on tourne la paume vers le bas. Donc on va faire à la fois les mouvements de pronation, de supination et de flexion-extension. Celui-là, il est un peu spécifique parce que l'articulation du coude est assez spécifique. En fait, et ça permet à la fois de faire flexion-extension, mais de faire ce qu'on appelle des mouvements de pronation-supination et donc d'appréhender dans tous les sens. Voilà. Donc celui-là, il est important. Et il est important de le refaire régulièrement parce que il y a un des problèmes qu'on a, c'est les tendinites, le tennis elbow, qui n'arrive pas qu'au tennis et qui arrive de plus en plus avec les histoires de souris à cliquer si on a une mauvaise position. Et puis pareil, au niveau des poignets, on fait des rotations dans un sens, dans l'autre, on fait des flexions, extensions et des latéroflexions. Et voilà. Donc vous voyez, c'est tous ces mouvements qu'il ne faut pas hésiter à faire au fur et à mesure de la journée. Il faut que ça vous prenne 1 ou 2 minutes. C'est vraiment pas besoin que ce soit très long. Et puis après, on descend encore d'un étage. Alors, au niveau des lombaires et du bassin, il y a 2 façons de faire. Pour faire les lombaires, on bloque le bassin. Alors, je vais incliner un peu. On bloque le bassin. Et puis, c'est les lombaires qui bougent au-dessus. Donc là, on échauffe les lombaires. On fait dans un sens et dans l'autre. Voilà. Ça, c'est pour faire des grandes rotations au niveau des lombaires. Et si on fait le bassin, c'est les épaules qui ne bougent pas, mais c'est le bassin qui bouge dans un sens et dans l'autre. Vous voyez, les épaules, elles sont quasiment fixes. Et après, on reprend les mouvements. Rotation, comme ceci. Latéroflexion et flexion-extension. Voilà. Donc, on sent bien que ça commence à chauffer un peu dans le corps. On sent bien que ça fait tout ça. Et puis, je ne sais pas si vous le sentez, mais on sent que ça réveille aussi la conscience un peu. Ça réveille un peu l'attention. Et puis, si on veut, alors c'est un peu moins important si vous travaillez beaucoup au bureau, mais il ne faut pas hésiter à faire des mouvements un peu de montée de genoux. Voilà, des choses classiques. On ne voit pas bien. Donc, montée de genoux, choses classiques. Un peu talon-fesse. Voilà, tout ça, ça réveille. Et puis, on peut faire un peu de squat. On descend en position assise et on remonte sur la pointe des pieds. Et puis, on fait comme ça. Voilà. Tout ça, c'est pour vous montrer quelques mouvements, que vous en ayez une idée, mais il ne faut pas hésiter après à s'approprier les façons de faire. Ce qu'il faut retenir vraiment, ce qui est intéressant, c'est que même si on a l'impression que ce n'est pas fatigant ce qu'on fait, c'est bien de se réveiller musculairement et c'est bien de le refaire au fur et à mesure de la journée. Voilà, ça c'est vraiment la chose importante. Pourquoi? Alors, le corps humain, il est composé d'un squelette. Le squelette, il y a 206 os qui sont sur tout le corps humain, avec différentes formes, en fonction de ce qu'on leur demande en termes de mobilité, en termes de contraintes, en termes de stabilité, en termes de tout ça. Donc, vous voyez, c'est pour ça que il y a des muscles plus fins, des muscles plus gros. Si on regarde les muscles des jambes, ils sont plus importants que ceux des bras parce que ils portent. En fait, les muscles des jambes portent. Pour joindre les os entre eux, ce sont des articulations. Donc, les articulations avec des surfaces articulaires qui sont entourées par ce qu'on appelle des capsules articulaires et des ligaments. C'est ça qui maintient les articulations. Et donc, c'est grâce à ces articulations que vont se faire les mouvements sur 1 degré de liberté, 2 degrés. Enfin, voilà. En gros, en fonction des articulations, il y aura plus ou moins de mobilité possible. Pour assurer ces mouvements, il faut des muscles. Donc, là, il y en a 639 dans le corps humain qui sont pareils aussi de différents
et qui vont permettre vraiment d'assurer ce mouvement. C'est par la contraction du muscle qu'il y a un rétrécissement du muscle et donc le mouvement est assuré. Si on regarde au niveau de mon bras, c'est parce qu'il y a à la fois une contraction du biceps et un relâchement de mon triceps que je peux plier le bras, et inversement, je vais contracter le triceps et relâcher le biceps pour faire le mouvement inverse. Voilà. Donc c'est grâce au muscle qu'on fait tout ça. Et, pour nourrir tout ça, il faut une circulation sanguine. Donc le sang, il part du cœur. C'est du sang qui est oxygéné, donc qui est plein d'oxygène et qui va par les artères nourrir le. Et puis après, tout ce qui est glucides, lipides. Donc je disais, l'oxygène qui est envoyé par le cœur au travers des artères vers les organes et les muscles, avec les nutriments, donc les glucides, les lipides, tout ce qu'on mange. Et puis, une fois qu'il y a eu cet échange gazeux, le sang remonte par les veines, donc c'est la partie bleue, la circulation bleue, repasse par le cœur, retourne dans les poumons pour reprendre de l'oxygène, et voilà, c'est la circulation qui se fait comme ça. Et puis après, il faut un centre de contrôle, qui est donc le système nerveux. Alors, il y a le système nerveux central qui est composé du cerveau, du cervelet et de la moelle épinière qui est dans la colonne vertébrale. Et le système nerveux périphérique, c'est tous les nerfs, tous les câbles électriques, en fait, si vous voulez, qui vont venir lancer la commande. Voilà, parce qu'en fait, il faut bien s'imaginer que, alors, il y a deux systèmes nerveux. Il y a le système nerveux autonome, qui fait que, même sans réfléchir, même sans se poser la question, il y a un message qui est envoyé. Par exemple, les battements du cœur, heureusement que c'est par le système nerveux autonome et que c'est donc un réflexe, qu'on n'a pas à réfléchir de faire battre son cœur, parce que sinon, il faudrait y penser souvent. Et pour tout ce qui est système nerveux périphérique, là, c'est grâce à une commande volontaire du corps qu'on va dire « je veux fléchir le bras ». Si je vous reprends un peu tout ça de façon assez succincte, c'est pour remonter tout là-haut et se rendre compte que le réveil musculaire, il a besoin de tout ça, à la fois pour augmenter la fréquence cardiaque et respiratoire et donc apporter l'oxygène, augmenter la température pour à la fois protéger les muscles et les tendons, augmenter la coordination motrice et l'attention et la vigilance, donc là c'est tout ce qui tourne autour du système nerveux, et puis augmenter la production de synovie pour protéger les articulations. Donc voilà pourquoi c'est important de se réveiller musculairement le matin et de le faire un peu régulièrement, parce que vous voyez, à chaque fois, on va donner des outils et des éléments pour vraiment tout le fonctionnement du corps de façon holistique, comme en un seul élément, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Je ne sais pas, Valentin, si tu as… Je pense que les explications sont très claires, il n'y a pas de questions. Après, moi, si je me permets, j'ai une question pour toi. Si dans une matinée un peu rapide, on n'a pas le temps de faire ces échauffements, et du coup, à la fin de la journée, on a quand même des douleurs sur les lombaires, bas du dos, épaules, est-ce que c'est surtout du repos que tu recommandes, ou est-ce qu'il y a des étirements à faire pour essayer de corriger ces douleurs en fin de journée? Alors, déjà, je vais un peu insister, mais c'est pas mal d'essayer de trouver 1 ou 2 minutes. Une ou 2 minutes, on se trouve toujours 1 ou 2 minutes. En fait, c'est pour ça que le temps du télétravail peut être intéressant, parce que justement, c'est de modifier un peu ses habitudes. On parle tout le temps de comment on va évoluer justement après cette période de confinement. Il faut essayer de le faire et que ça devienne un réflexe. Donc voilà, les prochains jours, vous pouvez essayer de vous dire, je vais le faire, je vais me l'imposer. Et puis ça va devenir un réflexe après. Ça va faire partie de votre quotidien de la même façon que vous allez vous laver le matin avant d'aller au travail, quoi. Voilà, il faut se réserver 1 ou 2 minutes. Et puis après, malgré tout, on peut quand même avoir des douleurs, tu as raison de le dire, en fin de journée. Une des choses qui vont aider à ça, alors déjà, c'est toutes les postures que je vais vous montrer, tous les bons gestes qu'on va avoir, c'est de beaucoup s'hydrater. Souvent, quand on a mal en fin de journée, en fait, c'est une fatigue musculaire. Et donc, si on s'hydrate bien, ça va nourrir justement les muscles. Et puis après, effectivement, il y a des étirements qu'on peut faire pour essayer et de les oxygéner à nouveau. Voilà. Et faire tous ces mouvements. Quand on sent qu'on est un peu ankylosé comme ça en fin de journée, il ne faut pas hésiter à se remobiliser, à faire des mouvements. Souvent, c'est parce que les muscles sont froids, sont trop froids. Par exemple, quand on se réveille et qu'on a un torticolis, c'est beaucoup plus douloureux le matin que quelques heures qui suivent, parce que les muscles se sont réchauffés. Donc c'est pour ça que c'est important de se mobiliser. Le corps, il a besoin de bouger. Il y a une étude récente qui a montré que marcher 2 minutes par heure, ça augmente la productivité de 11%. Donc il y a vraiment en plus un enjeu sociétal pour le coup dans le monde du travail, quoi. C'est vraiment important. Ok, merci.
Alors, on continue. Je ne sais pas si c'est des questions qui apparaissent là-haut. Peut-être, je ne sais pas. Bon, on verra après. Gestes et postures pour travail et télétravail. Je vais me permettre juste d'insister sur la colonne vertébrale parce que c'est ce qui va être le plus important peut-être pour le travail. Si vous regardez ce petit bonhomme là de plusieurs couleurs, quand on le regarde de dos, on voit que la colonne vertébrale ici, elle est droite, elle est dans un axe. Alors que si on le regarde de côté, la colonne vertébrale, elle fait 4 courbures, comme ceci. Et 2 et 2 en fait, c'est 2 syphoses et 2 lordoses, on appelle ça. Ça, c'est une spécificité de l'être humain parce qu'il est bipède, parce qu'il marche sur ses 2 pieds. Okay, et en fait, on remarque que ça s'est fait comme ça parce que ça fait un effet comme d'un ressort. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on marche, bah, ça va avoir tendance à s'écraser et à se remonter. Voilà. Donc la colonne vertébrale, elle est faite comme ça. Et c'est donc un maximum 7 positions de la colonne vertébrale qu'il faut respecter. Donc ici, on est au niveau cervical. Il y a 7 vertèbres cervicales. Ici, on est au niveau des vertèbres thoraciques, des vertèbres dorsales. Donc c'est au milieu du dos, là où il y a toutes les côtes qui viennent s'articuler. Ici, les lombaires. Et puis tout en bas, le sacrum. Le sacrum et le coccyx au bout. Voilà. Donc c'est important un maximum dans la position que vous allez trouver, dans toutes les positions, d'essayer de penser, d'avoir en image justement ces 4 courbures. Alors là, il regarde vers l'avant, hein, pour être sûr, l'arrière et du côté du violet. La position de base, c'est celle quand même qui est au bureau. Okay, c'est sur celle-là qu'on va insister, puisque c'est vraiment celle que vous allez retrouver le plus. Je ne sais pas comment vous vous mettez en place pour travailler, mais j'imagine quand même que vous êtes assis avec un ordinateur, que ce soit sur la cuisine, dans la chambre ou ce genre de choses. On essaye un maximum de privilégier cette position. Okay, il y a à peu près 3 choses à savoir. La première, c'est qu'il faut se mettre bien au fond. Vous voyez ici ce petit bonhomme jaune. Il a reculé son bassin. Et donc, comme ça, il vient coller un maximum les lombaires. Donc, si on reprend, voilà. Alors là, c'est inversé du coup, malheureusement. Mais le but du jeu, c'est de venir coller les lombaires ici par le siège pour qu'elles ne soient pas dans le vide et qu'elles ne soient pas sous tension musculaire. En fait, les muscles au niveau de la colonne vertébrale, ils sont longitudinaux, de la tête aux pieds ou des pieds jusqu'à la tête. Donc, il faut un maximum qu'ils ne soient pas mis en tension. Si vous n'avez pas, ce qui est certainement le cas, il ne faut pas hésiter à se mettre un petit coussin ou un linge ou quelque chose comme ça. Le but du jeu, ce n'est pas que votre dos soit déporté en avant, mais c'est simplement qu'il y ait un contact. En fait, s'il y a ce contact, eh ben, ça va moins solliciter les muscles des lombaires. Et puis après, on voit que le dossier de la chaise, il épouse la forme du thorax, donc de la partie dorsale, presque jusqu'aux épaules. En fait, le but du jeu, c'est qu'un maximum, le dossier, il maintienne justement quasiment toute la colonne vertébrale, jusqu'en gros au niveau des omoplates, pour que ce soit bien maintenu et que, essayez, hein, je vous invite à vous mettre bien au fond. Quand on se met bien au fond, on sent que ce n'est pas fatigant. Et en fait, ce qu'il faut, c'est une fois qu'on a mis le bas bien au fond, il faut s'imaginer que l'assise du siège, c'est vraiment, ça représente la terre. Enfin, c'est là où on est posé. Donc, le bassin est un peu comme un fleur. Et puis, il faut venir planter le tuteur, qui est la colonne vertébrale, dedans, pour que ce soit posé. Voilà. Et là, il y a très peu de contraintes au niveau biomécanique. Toutes les forces sont bien réparties et ça se passe très bien. Et puis la tête, on vient l'implanter entre les épaules. Et là, c'est très peu fatigant. Voilà. Donc c'est là où, au niveau biomécanique, et je n'ai pas trop le temps d'insister, mais c'est au niveau des disques intervertébraux, c'est là où les forces vont être le plus rectilignes possible. Et donc c'est ça qui va préserver un maximum votre colonne vertébrale. Si on est un peu penché en avant, dans un sens ou dans l'autre, en fait, il y aura des micro-traumatismes qui vont se mettre un peu, qui vont perdurer. Et puis on va se fatiguer le dos un peu plus vite. La deuxième chose à savoir, c'est d'avoir le regard bien droit. Donc, une fois qu'on a posé bien la tête, il faut un maximum d'avoir le regard le plus droit possible. Alors là, il y a une légère inclinaison. Ça, c'est une des composantes vraiment du corps humain. Il doit faire en sorte que le regard soit. Il y a des niveaux liquidiens. Alors, je reprends. On doit avoir le regard bien droit parce que dans les oreilles, il y a l'oreille interne avec du liquide et qui fait que si on penche la tête, les liquides sont dans un drôle d'état et il sait que voilà, on ne peut pas rester la tête penchée. Donc il faut au maximum garder la tête bien droite, c'est ce qui est de plus reposant à la fois physiquement, mais aussi pour la torsion, puisque ça fatigue moins les yeux. Voilà. Donc il faut un maximum essayer de mettre l'écran à peu près droit. Et puis la dernière règle à savoir, c'est la règle des 90 degrés. Ici, vous remarquez qu'au niveau du coude,
au niveau des hanches, du genou et des chevilles, il faut un maximum respecter des angles droits parce que c'est là où on est dans un confort articulaire, c'est là où il y a le moins de sollicitations sur les articulations possible. Donc il faut retenir bien ça. On cale bien le bassin et on essaye de faire en sorte que le dossier il épouse un maximum la forme de la colonne vertébrale jusqu'au niveau des omoplates. La moitié des omoplates, c'est bien. On plante la tête, on met l'écran en face pour avoir le regard bien droit et puis après on respecte un maximum les 90 degrés. Donc quand on est chez soi, et après vous le mettrez en application au bureau, bah, il faut essayer de bricoler. Est-ce qu'il faut relever un peu l'écran? Est-ce qu'il faut relever un peu son siège, quitte à mettre un petit tabouret sous les pieds? Enfin, il faut essayer de faire ça. Il faut s'ajuster, mais en gardant ces 3 règles en tête. Voilà. Donc, c'est plus facile au bureau souvent parce qu'on peut relever la table. Enfin, surtout maintenant, ils font du matériel ergonomique qui est de bonne qualité. Mais il faut essayer de faire ça, mais il faut garder ces 3 règles. On vient caler la colonne vertébrale, on a le regard bien droit et on respecte bien sur le coude, la hanche, le genou et la cheville les 90 degrés. Le problème au niveau des bras, c'est que si on est à moins de 90 degrés, si on est comme ça, on va avoir tendance à relever les épaules. Et là, on se fait des contractures et après, je les reçois au cabinet. Moi. Donc, c'est pas l'idéal. Ça, c'est la position de base. Ensuite, on va regarder un peu d'autres positions et c'est ce que je vous disais. L'avantage en télétravail, c'est qu'on peut bouger et il faut ne pas hésiter à bouger. C'est à la fois bon pour la concentration, l'attention et c'est bon aussi physiquement. Donc, on peut taper un rapport pendant 1 heure et puis après se dire, bah là, j'ai un mail, ça va me prendre 10 minutes. Là, je vais me mettre un peu debout sur quelque chose de haut et voilà. Alors, la position assis debout, il faut essayer un maximum de respecter tout ça. Là, vous voyez sur ce bonhomme, il n'y a pas un dossier qui permet de contenir tout ça. Malgré tout, on voit bien là, sur ce trait jaune, que il y a une rectitude maximum au niveau de la colonne vertébrale et donc ça va respecter justement toutes les vertèbres. Donc il s'est bien positionné. Il a essayé de mettre la règle des 90 degrés au niveau de la cheville, au niveau des coudes, ça c'est très important. Et puis pour le genou, il ne peut pas parce que sinon il a les jambes dans le vide. Pour ceux qui ont un bar et qui travaillent sur le bar et qui ont des chaises de bar, si vous avez un petit repose-pied, il faut se mettre exactement comme si vous étiez assis au bureau. C'est-à-dire, vous mettez un peu plus au fond et puis vous mettez les pieds sur le repose-pied. Et puis un maximum, le regard qui est en face de l'écran. La position debout, elle peut être pas mal. Sur une durée pas trop longue, mais ça peut être intéressant, ça peut être parfois plus créatif de travailler debout. Donc voilà, en tout cas de changer, ça peut être intéressant. La position debout, alors pareil, on respecte la règle au niveau du regard pour avoir l'écran maximum. Là, on voit bien que la personne a mis son écran sur une boîte pour surélever. Au niveau du coude, ça marche bien puisque c'est 90 degrés. Et alors là, la particularité, je vais vous montrer de face. Et du vraiment ressenti. C'est-à-dire que rester sur ses 2 pieds de la même façon, c'est un peu fatigant. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se décale et il y a une des jambes qui est fléchie. Alors, je vais vous montrer un peu plus bas sur les jambes. Voilà. En fait, on se décale et ma jambe droite, elle est fixée, c'est-à-dire que j'ai verrouillé le genou en hyper extension et la jambe gauche, elle ne porte rien. Donc, c'est comme si j'étais sur un pied. Elle sert juste à équilibrer, à faire un deuxième point d'appui. Et donc, on peut écrire un petit peu comme ça et puis très rapidement, on va avoir envie de changer. Et en fait, on voit bien qu'en déplaçant le bassin, mon centre de gravité, il traverse depuis la ligne des yeux et il vient justement dans l'axe du pied, dans l'axe de la jambe. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi, de bouger un peu. Voilà. Il ne faut pas la maintenir trop longtemps, cette position, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et c'est vrai que ça, c'est une position que j'explique beaucoup dans les ateliers logistiques, les entrepôts de logistique, parce qu'il y a souvent des ordinateurs qui sont sur une posture debout comme ça. C'est quelque chose qu'on fait souvent assez naturellement, de changer de jambe, mais voilà pourquoi c'est important de le faire. Ensuite, travailler assis dans son canapé. Là, on rentre vraiment dans du télétravail et je pense que moi, je vais vous dire, je ne suis pas forcément très chaud pour cette position. Pourquoi? Parce que c'est déjà assez compliqué à mettre en place. Il y a différents types de canapés. Ils sont plus ou moins profonds, plus ou moins moelleux. On s'enfonce plus ou moins. Très souvent, en plus, soit on fait comme lui, on met l'ordinateur sur les genoux et donc du coup, on va avoir tendance à pencher la tête. Soit on va se mettre sur la table basse et alors là, on est complètement avachi vers l'avant. Ça, c'est vraiment pas idéal. Bon, à la limite, là, ce qu'on peut voir sur la position de cette personne, c'est que, alors il s'est mis en tailleur
ou pas. Il pourrait très bien avoir les pieds au sol, mais on a l'impression qu'il est bien au fond, que donc du coup, il va appuyer toute sa colonne vertébrale sur le dossier du canapé. Et puis en tout cas, il respecte bien la règle des 90 degrés au niveau du coude. Le petit truc dans ces cas-là, c'est vraiment incliner l'écran pour ressembler le plus possible et avoir moins tendance à baisser la tête. Parce que ça, c'est fatigant, d'avoir la tête baissée. De rester comme ça, c'est quelque chose de très fatigant pour les muscles du cou postérieur. Ok. Moi, j'aurais tendance à dire, le canapé, on laisse pour tout ce qui est loisirs, pour regarder la télé, les séries, pour faire des apéros Zoom, ce genre de choses, plutôt que pour le travail. Bon, après, je comprends, hein, on peut avoir cette tendance-là, mais en tout cas, il faut éviter de faire des journées prolongées sur son canapé. Et la dernière position, celle allongée sur le lit. Alors, c'est la pire. Je vous dis tout de suite. Alors, ils font maintenant de plus en plus des sortes de bureaux où on est allongé, on met un coussin et puis on arrive à écrire comme ça avec le regard bien droit. Bon, ça coûte une fortune. Si vous voulez vous en acheter, vous pouvez. En tout cas, cette position sur le ventre, elle est vraiment pas idéale. C'est la position un peu de l'adolescent qui est sur ses réseaux sociaux et avec ses copains. Alors, pourquoi elle n'est pas idéale? Je vous remontre cette position. En fait, quand on regarde la colonne vertébrale, donc je rappelle que le regard va vers la gauche. Quand on est en position allongée sur le dos ou sur le ventre, il faut que le matelas épouse les 4 courbures. Donc ça, c'est important aussi à savoir pour quelle est la bonne position pour dormir. Alors que si on regarde sur le côté, la colonne vertébrale est bien droite. Okay, donc en fait, la position idéale pour s'allonger, c'est celle sur le côté. On vient mettre un coussin ici pour compenser en fait le trou qui est entre l'épaule et la tête. Et là, le matelas, il a juste à épouser la forme qui est bien droite de la colonne vertébrale. L'idéal, en plus, c'est de mettre un coussin entre les genoux pour pas que le bassin décroche et que ça envoie justement une inflexion du bassin. Mais quand on est sur le dos et c'est encore pire sur le ventre, il faut que le matelas épouse toutes ses formes. Et là, en plus, dans cette position allongée, en plus, vous voyez comme c'est hyper cambré. Donc là, grosso modo, la personne ne va pas tenir longtemps. Alors, les adolescents arrivent à peu près à le faire. Et à la limite, ça leur fait de la musculation parce que ça leur permet de contracter les muscles postérieurs du dos. Comme ils ont tendance à s'avachir comme ça vers l'avant, au moins ils vont se muscler le bas du dos. Mais non, vraiment pour travailler, le lit, c'est à éviter. Et ça, en termes de créativité, c'est vraiment pas l'idéal en plus. Parce que on a plutôt tendance à piquer du nez qu'autre chose. Est-ce qu'il y a des questions un peu sur ces positions? Oui, une question d'Aurore où tu as répondu un peu. C'était comment peut-on faire quand on n'a pas de chaise réglable chez soi pour télétravailler? C'est là où il faut bricoler. Ouais. C'est là où il faut bricoler. Ça dépend de la morphologie en fait. Si on est. Alors les chaises elles sont standards, mais voilà, si on est plutôt assez grand, on va avoir tendance à avoir les genoux qui remontent dans le nez parce que en fait l'assise est trop basse. Donc pourquoi pas se mettre un coussin sous les fesses pour essayer de se surélever. Euh, Si au contraire on est trop petit, on va avoir les jambes qui vont avoir tendance à être un peu loin, donc on va pas respecter la règle des 90 degrés. Donc c'est là qu'on va se mettre un petit tabouret sous les pieds. Faut pas hésiter, pourquoi pas, à relever son écran ou au contraire à le baisser. Il faut vraiment faire des essais. En fait, il faut se souvenir de la théorie et après, il y a plein de choses pour s'adapter, hein. Un coussin, un petit tabouret ou alors on prend des vieux cours ça fait longtemps qu'on n'avait pas lu et qui prennent un peu de place puisqu'il n'y a plus de bottin. On est obligé de s'adapter. Il faut essayer de bricoler, il faut faire plusieurs essais. Mais c'est vrai que c'est la complexité en télétravail, c'est qu'on n'a pas tout le bon matériel ergonomique qu'il y a de plus en plus dans les open space. Faut trouver. Alors, c'est pour ça que nous, en Maximum avec Bi, on va faire toutes ces formations, on va les faire directement sur le lieu de l'entreprise. Et après cette formation, on passe dans les rangs pour voir bureau par bureau et salarié par salarié comment ils se positionnent. Parce que c'est vraiment important en fait. Il y a à peu près autant de positions qu'il y a de salariés. Donc il faut l'adapter. On essaie d'individualiser un maximum. C'est ça qui est important. Donc c'est un peu difficile là comme ça de répondre, mais il faut essayer. Il faut garder ces trois critères, la règle des 90 degrés, le regard bien en face, et puis le dos qui est bien, bien fixé. Et tant qu'on n'est pas arrivé à cette position-là, il faut essayer d'ajuster en trichant un peu, en fait, en bricolant. Ok, ça marche. Courage.
Et c'est pas ceux qui sont parmi nous à partager ce que vous avez mis en place chez vous pour bien télétravailler, pour partager les bonnes pratiques sur le chat. C'est sûr. Pas d'autres questions? Non? Non, c'est bon, ça merci, Ok. on peut continuer. Alors, on continue. Donc, muscler votre cerveau. Alors, bon, c'est un véritable abus de langage de ne pas muscler son cerveau, puisque ce n'est pas du tout un muscle. Je voulais juste quand même parler de deux choses. C'est vraiment à la fois physique et à la fois sur l'attention. En fait, je voulais que ça devienne un réflexe. Je vais vous parler de proprioception. Alors, peut-être pour certains qui sont sportifs ou qui ont déjà été dans les salles de kiné, vous savez ce que c'est. En fait, la proprioception, c'est une manière de… Alors, peut-être qu'on ne m'entend plus, si on m'entend toujours. Si c'est bon. La proprioception, c'est une manière justement de rendre son muscle intelligent. Donc, on va essayer un maximum en sollicitant une position instable d'augmenter le nombre de connexions neuromusculaires entre les nerfs et les muscles. Okay. Chez les sportifs, on s'est rendu compte de ça. Qu'avant de faire des séances de musculation, vraiment de force, de volume ou de puissance, c'était bien de passer par des phases de proprioception, justement pour augmenter le nombre de connexions neuromusculaires et que ça rendait un muscle beaucoup plus performant par la suite. Donc, vous voyez ici le petit bonhomme, il s'est mis sur quelque chose d'instable. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va stimuler le réflexe myotatique. Alors, pour ceux qui ont des vagues souvenirs de biologie, le réflexe myotatique, c'est lorsqu'il y a, on sent un étirement d'un muscle, il y a un message nerveux qui est envoyé au cerveau, qui est traité directement et qui renvoie un message au muscle pour dire attention, tu es étiré, il faut que tu te contractes pour te remettre dans la bonne position. Grosso modo, si je mets debout, en fait, c'est voilà. Si je penche en avant, au niveau des mollets, il y a un étirement musculaire. Ça envoie un message à mon cerveau qui renvoie un message de contraction. Et ce qui fait que je vais me rectifier tout et je ne vais plus pencher en avant. En fait, c'est des micro-mouvements qui se passent sans arrêt et qui font que on tient debout, tout simplement. Et donc, si je vous parle de tout ça, c'est qu'on peut stimuler encore plus par la proprioception justement ces connexions neuromusculaires. Et donc, en fait, à force de se forcer justement à prendre les bonnes positions, ça va devenir un réflexe. C'est-à-dire que le corps, il va de lui-même après se mettre dans la bonne position. C'est pour ça que dans un premier temps, et que le moment du confinement et du télétravail peut être intéressant, c'est justement de se forcer, de se l'imposer un peu pour qu'après, en fait, on n'y pense plus. On n'y pense plus, on se met directement dans la bonne position. C'est-à-dire que vos muscles et vos nerfs, ils vont tout de suite bien se brancher pour qu'on prenne la bonne position. Et alors, il y a un outil qui peut être utilisé, c'est le ballon. Vous savez, le ballon de gym là, qui est un petit peu mou et qui peut, alors je ne sais pas combien vous êtes dans vos entreprises, mais ça peut être intéressant par groupe de 3, 4, 5 d'en acheter un et de vous le prêter au fur et à mesure de la journée. Parce que justement, ça va obliger à bien se positionner et ça va muscler votre colonne vertébrale. C'est-à-dire que si vous êtes bien positionné, comme c'est quelque chose d'instable, dès que vous allez pencher sur un côté, hop, le corps il va rectifier. Dès que vous allez pencher en avant, hop, le corps il va rectifier. Et donc, il va apprendre, en fait. Il va apprendre vraiment comme ça. Si je vous dis d'en prendre un pour plusieurs, c'est qu'il faut être très humble par rapport à tout ça et surtout ne pas passer toute la journée sur ces ballons-là parce que ça va être très fatigant. En revanche, si vous faites des petites sessions d'un quart d'heure, 20 minutes et qu'après vous échangez, là, ça peut être intéressant parce que justement, on va augmenter en capacité neuromusculaire et ça va devenir de plus en plus un réflexe. Et en fait, naturellement, quand on va retourner dans son siège, on va se prendre la bonne position. En fait, ça deviendra un réflexe. Et c'est ça qui est un peu à viser. Donc voilà comment on peut muscler son cerveau, alors plutôt son système nerveux périphérique, donc par la proprioception et par la stimulation un peu comme ça. Mais on peut également aussi muscler son cerveau, ses capacités de concentration et d'attention. C'est ça qui est intéressant. La première chose à faire, c'est de s'auto-diagnostiquer. Ça, c'est vraiment important parce que c'est assez difficile de trouver un consensus scientifique justement sur le temps de la capacité d'attention. Là, il y a une étude qui a été menée par Microsoft, la filiale du Canada, qui a dit qu'avec tous les écrans aujourd'hui, toute l'hyperconnexion, on n'avait plus que 9 secondes de capacité d'attention et qu'en fait, on était pire que le poisson rouge. Donc, c'était un peu alarmant. C'était fait exprès justement pour alarmer. En gros, on est capable de dire que c'est autour d'une heure.
on a une capacité d'attention autour d'une heure. Il y en a qui vont être moins, d'autres qui vont être plus, d'autres qui vont arriver à 2 heures. Il y a des personnes qui sont vraiment très fortes, mais il faut savoir que très souvent, quand on passe du temps, presque 2 heures de temps, eh ben, il y a des micro-moments où on va plus être attentif et on va perdre le fil. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de savoir. Et encore une fois, le temps du confinement et du télétravail, bah, c'est un moment où on va être capable de s'auto-diagnostiquer. Et donc, de se dire, bah là, je vois bien que ça fait 25 minutes, là j'ai perdu le fil. Bon, bah, ok, je sais que je suis à 25 minutes. Et puis, petit à petit, ça va être se dire, bah, je vais essayer la semaine prochaine de garder une demi-heure. Et puis après, la semaine d'après, encore 5 minutes de plus, 35 minutes. Et voilà, et de se définir les étapes. Et en fait, c'est marrant parce qu'on apprend, et c'est là où je parle de muscler, c'est qu'on apprend à augmenter sa capacité d'attention et sa capacité de concentration. Et c'est vrai que très souvent, on a tendance à se dire que bah, il faut rester très longtemps devant son ordinateur pour bien travailler. Bah, non, c'est pas vrai. En fait, il y a des gens qui sont capables de rester 2 heures sur une même tâche. Moi, je suis pas capable. Moi, je sais que je suis capable de tenir 25 à 30 minutes où je vais être vraiment à fond. Et puis après, il me faut 2 minutes. Et puis après, je peux y retourner. Voilà. Donc, il faut justement essayer de bien se connaître. Et je le redis encore une fois, le principe, c'est d'essayer un maximum de s'auto-diagnostiquer et d'utiliser ce temps du confinement pour ça. Donc, on sait se mettre une montre. Hein. Et puis après, bah, y aller étape par étape, de façon très humble, hein, de ne pas se dire, bon, aujourd'hui j'ai fait une demi-heure, la semaine prochaine, il faut que je passe à 1 heure, parce que vous n'y arriverez pas. Ce sera un échec, et l'échec, c'est jamais terrible. Mais voilà ce qui est important. Et donc, je vous ai mis 3 petits exercices justement pour apprendre à se concentrer, enfin pour augmenter sa capacité de concentration. Donc, observer un objet pendant 30 secondes, puis après fermer les yeux et se le représenter mentalement. Ou avec le visage de quelqu'un. On peut essayer aussi, en baissant le son de la radio et d'essayer de capter malgré tout ce que disent les personnes. Voilà. Tout ça, c'est des exercices où on va avoir vraiment l'impression de muscler son cerveau. C'est vraiment ça l'idée. Mais je pense, et tout à l'heure on a discuté avec Valentin et Mathieu qui nous a quittés, mais on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait en ce moment. Mais c'est le genre de choses, justement, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Et je pense que la première chose à faire pour améliorer la qualité de vie au travail, c'est déjà améliorer sa propre qualité de vie à soi. Et donc, bah voilà, si on peut essayer de faire ça, ça commence par soi-même, en fait. C'est ça l'idée. C'est pas que physique, c'est pas que cérébral, c'est un ensemble, en fait. Et si on est capable d'améliorer tout ça, bah, quand on va retourner après dans le monde du travail, ça va devenir des réflexes. Donc, on sera plus performant et donc l'entreprise sera aussi contente. Voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie ou de façon générale. Oui, alors cette partie, non, mais en tout cas, Christelle demandait pour revenir sur la posture sur son poste de travail, elle demandait si deux choses. Premièrement, c'était peut-être de travailler sur un tapis de marche, comme dans certaines entreprises, et la deuxième, c'était de travailler assis sur un ballon. Ouais, bah alors, assis sur un ballon, c'est ce que j'ai expliqué justement sur l'histoire de la proprioception. C'est une bonne idée de le faire, mais il faut y aller étape par étape. Donc moi, je préconise un maximum un ballon pour 4-5 personnes, et en fait, il tourne en fait d'une personne à l'autre. Pour que on ait des moments qui soient peut-être des moments au début d'un quart d'heure, puis après de 20 minutes, puis 25 minutes. Ça sollicite quand même pas mal hein, de travailler sur ça, mais oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée puisque justement, on travaille la proprioception. Et puis, ça permet ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de vraiment augmenter la circulation sanguine, la fréquence respiratoire. Tout ça, c'est du mouvement. Et donc, travailler en marchant, pourquoi pas aussi. Pourquoi pas aussi. Ça, c'est Google qui avait fait beaucoup d'études sur ce sujet. Ils sont assez en avance aux États-Unis sur tout ça. Et ils créaient des salles de réunion avec des tapis de marche ou même avec des vélos d'appartement. Et en fait, ils se rendaient compte que ça marchait pas mal. Et alors ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner aussi. Quand on sera capable de se retrouver, on sera déconfiné et que vous voulez faire une réunion d'équipe, allez le faire en faisant le tour du pâté de maison. Marcher, c'est très créatif. Ça permet vraiment de développer ça. Donc, taper un rapport ou travailler en marchant, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, je trouve. D'accord. Et justement, la question c'est vrai, il y a Christelle qui demandait si la taille du ballon doit-elle être adaptée à la taille de la personne. Je ne sais même pas s'il existe différentes tailles. C'est pas vraiment ça le plus déterminant. C'est pas vraiment ça le plus déterminant. J'aurais plutôt tendance à dire c'est l'intensité de gonflage qui va être déterminant.
il faut pas qu'il soit trop mou parce que sinon on va être trop enfoncé, mais il faut pas qu'il soit trop dur non plus parce que sinon il y aura aucune assise en fait. Donc j'aurais plutôt tendance à dire ça. Après sur la taille, il faut une taille qui est adaptée à soi en fait. J'aurais tendance à dire que pour quelqu'un de grand, il faut un ballon plus grand. Quelqu'un de petit, un ballon plus petit. En fait, un maximum, si on peut respecter la règle des 90 degrés au niveau des hanches, genoux et chevilles, voilà, c'est important. C'est pour ça que je vous ai donné des grands concepts, en fait, pour que voilà, il faut penser à ça, peu importe la situation dans laquelle on se met pour travailler. Ok. Et une autre question, c'était de savoir comment peut-on épargner, reposer ses yeux quand l'essentiel du travail se fait devant un écran? Ouais, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué parce qu'effectivement, les écrans bleus que sont ceux des ordinateurs, et ils sont hyper, hyper, hyper stimulants. Euh, alors, nous, on travaille avec une partenaire qui fait de la gym visuelle, justement, pour apprendre à. Alors, c'est un peu de la même manière que de se muscler le cerveau, on va se muscler les yeux pour qu'ils soient plus à même, justement, de, de répondre à tout ça. Moi, j'aurais tendance à dire s'aménager des espaces sans écran, justement, même s'ils sont très très courts, mais plusieurs fois dans la journée. Et quand je dis des pauses, c'est si on ne regarde pas son ordinateur, on ne va pas regarder son téléphone parce que sinon ça revient exactement au même. Donc c'est vrai qu'on est dans une société qui est ultra connectée et c'est vrai que la digital detox, ça a du sens dans tout ça, justement. Euh, mais si on se fait une pause, ou alors si on a euh, je sais pas, à brainstormer, à réfléchir, au lieu de le faire sur l'écran, on va prendre le bon vieux crayon, le bon vieux papier, puis on va griffonner. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir tendance à reposer, justement. C'est tant qu'on peut, on essaye de s'extraire de l'écran. Ça, c'est les choses qu'on fait. Et on a toujours des moments où, voilà, où il faut avoir un cahier pour griffonner dessus, quoi. Ça, c'est important, le petit cahier. Super. Une autre question de Kadia où moi, en plus, je m'y retrouve parce que j'ai surélevé mon écran. Elle dit: je travaille sur ma table à manger et mes bras sont un peu élevés, ce qui m'a provoqué des douleurs au niveau des épaules. Que me Mm. conseillez-vous? Et d'essayer de se surélever son siège. Donc pourquoi pas mettre un coussin au niveau de l'assise, sous les fesses, pour que ça surélève et qu'effectivement les bras tombent. Parce que c'est un maximum, il faut que les bras tombent sur le clavier. Ouais. Donc il faut surélever le siège. C'est surtout ça. Il est là le bricolage. Il a essayé d'ajuster. Mais oui, oui, le principe, et ça j'en vois c'est presque tous les jours au cabinet, hein. C'est si les bras ne tombent pas, je ne vais pas rester des coups de fléchis, je vais avoir tendance à fléchir les épaules et je pense que c'est ce qui arrive à cette personne malheureusement. Donc il faut surélever. Et si on surélève trop, il y aura les pieds qui vont être ballants, donc il faudra mettre un petit tabouret sous les pieds. C'est un peu chiant, je sais. Super. Écoute, si peut-être pour clôturer, si vous pouvez nous partager peut-être la chose ou deux choses à retenir, peut-être c'est les étirements ou la posture, si tu donnes dans deux conseils sur tout ce que tu as pu dire. Moi, j'aurais tendance à dire pour résumer, souvenez-vous que le corps a besoin de bouger. Donc, presque peu importe les mouvements, pensez à les faire régulièrement. Avant la prise de poste, euh, deux, trois fois dans la matinée, après déjeuner, et voilà, même le matin en réveillant, le corps il a besoin de bouger. Le corps il est fait pour bouger. Alors je ne vous parle pas de faire du sport, mais je vous parle de mobilité, de bouger. Vraiment, c'est important. C'est important. Donc ça c'est la première chose. Et puis après, c'est essayer de se souvenir de peut-être la colonne vertébrale comme ça. Parce que si on se souvient bien de ça, on va se souvenir de comment bien plaquer. Euh, et puis après, les trois règles, bien plaquer les lombaires, avoir le regard droit, et puis la règle des 90 degrés sur les articulations des membres supérieurs et inférieurs. Voilà ce que j'aurais tendance à vous conseiller. Et après, si, apprenez à vous connaître. Faites-vous votre propre diagnostic. C'est le moment, si vous ne l'avez pas déjà fait. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Alban. Pour ceux qui auraient raté des parties, ça sera diffusé en replay sur le site du Move. Vous pouvez aussi retrouver plein d'autres webinaires sur plein de sujets différents. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez voir des sujets apparaître. Et encore une fois, merci Alban pour ta C'est à vous. présentation et pour tous ces super conseils pour télétravailler en cette période de confinement.